Madame la Présidente, chers collègues, merci Monsieur le Président pour votre présence et pour les réponses que vous avez et pourrez nous apporter. En effet, l'élargissement de vos missions et prérogatives appelle de nombreuses questions. Comme vous le savez, le gouvernement a affirmé son ambition de refonder le système ferroviaire en se concentrant sur la rénovation du réseau existant et sur les trains du quotidien. Dans cette perspective de refonte des mobilités, et vous l'avez évoqué, certains acteurs souhaiteraient une entité organisatrice et régulatrice de l'ensemble du transport multimodal. Est-ce que l'affaire pourrait être compétente en ce domaine ? Arrivant en point nommé dans le débat, vous avez publié en novembre 2017 un recueil complet de données sur le marché du transport ferroviaire de voyageurs en France. Votre bilan met en exergue que notre réseau ferré, deuxième plus vaste en Europe, est sous-utilisé avec 50% du trafic voyageur concentré sur 9% du réseau et 31% du réseau ne voyant passer que 1% des circulations de trains de voyageurs. De plus, ces dernières années, le train a vu sa fréquentation diminuer en cédant du terrain face à la route. En cause, le développement de nouvelles propositions de mobilité comme le covoiturage et les autocars qui ont connu une forte croissance. Ces deux alternatives sont devenues des concurrents directs du train, confrontés à une perte de son attractivité. Face à ce constat, comment concilier le développement du ferroviaire avec ces nouvelles offres concurrentes et notre modèle ferroviaire ne s'en trouve-t-il pas fragilisé ? Le transport de voyageurs est un enjeu majeur, mais le développement du fret ferroviaire en est un aussi. Quelle vision défendez-vous en la matière pour soutenir son développement ? Enfin, pour conclure, j'aimerais évoquer le rôle central que vous jouez dans la gouvernance du secteur autoroutier concédé. Quel bilan faites-vous de ces contrats de concession ? Chacun ici se rappelle le gel des péages négociés par le gouvernement en 2015, mais à quel prix ? Les sociétés d'autoroutes ont en effet prévu que les péages augmenteraient entre 2019 et 2023 d'un montant supplémentaire par rapport à ce qui était initialement prévu. Qu'en est-il de ces augmentations ? Sont-elles justifiées au regard des prestations exécutées ? Quel est votre pouvoir de contrôle ? Je vous remercie. Merci, Aude Luquet, pour le groupe U. Je ne peux que constater que les pistes qui sont sorties des assises de la mobilité correspondent largement au diagnostic que nous faisons. Et que les pistes aujourd'hui évoquées, mais il faut attendre d'avoir le projet de loi, les pistes aujourd'hui évoquées ouvrent la voie à la recherche de réponses aux problèmes qui sont posés. Après, il faudra effectivement apporter ces réponses. Je vais essayer, cette question des autoroutes a été traitée par plusieurs d'entre vous. Je vais essayer de vous donner une vision large des autoroutes du point de vue de l'ARAFER et, si vous me le permettez, Madame la Présidente, d'un point de vue personnel. Du point de vue de l'ARAFER, nous, notre mission, c'est de publier chaque année un rapport sur les sociétés d'autoroutes, leur financement, leur fonctionnement, leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, leurs dividendes distribués, et de contrôler les marchés d'autoroutes. J'en profite pour répondre à M. Pancher sur les moyens de l'autorité. Comme je vous l'ai dit, le Parlement a à 3 reprises augmenté les compétences de l'ARAFER. Nous sommes incapables, dans l'état actuel des choses, de faire face à la totalité des missions qui sont les nôtres. Je vous donne un seul exemple. Nous avons à contrôler les marchés des autoroutes. Depuis que nous essayons de le faire, nous avons reçu plus de 2 millions de pages de marché des sociétés d'autoroutes. Et ce n'est pas avec 75 agents équivalents temps plein que l'on dépouille et que l'on examine 2 millions de pages de marché d'autoroute. Nous avons essayé en vain et peut-être avec un peu de retard, mais le délai était bref entre l'installation du gouvernement et le vote de la loi de finances, d'obtenir un certain nombre d'équivalents temps plein supplémentaires. Nous ne les avons pas obtenus, mais je profite d'être ici pour demander votre soutien pour que dans la prochaine loi de finances, on n'oublie pas les équivalents temps plein de l'ARAFER. Message est passé. Les sociétés d'autoroutes, donc, que vous dire ? Elles se portent bien. Mais elles se portent bien parce qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, des contrats de concession ont été passés, qui sont des contrats de concession qui conduisent à des marronniers dans la presse tous les ans au mois de janvier, mais des marronniers qui sont tout à fait inutiles, puisque
Ces contrats de concession prévoient chaque année qu'au 1er février, selon des règles qui figurent dans les contrats, les tarifs seront augmentés en tenant compte de l'inflation et d'un certain nombre d'autres facteurs. Lorsque ces contrats sont signés et que ce qu'on appelle le TRI, le taux de rentabilité interne, qu'évoquait Bertrand Pancher, est fixé, les sociétés concessionnaires assument un certain nombre de risques. Et l'État délègue ces risques aux sociétés concessionnaires. Ce risque, c'est notamment le risque volume. C'est-à-dire que si ça circule beaucoup, si l'essence est moins chère, ça circule plus, si la situation économique est bonne, les camions, il y en a davantage, les ressources des sociétés d'autoroutes sont excellentes. Si ça circule moins, exemple la crise de 2008, les ressources sont en baisse d'une année sur l'autre. Et donc ce risque, il est assumé par les sociétés concessionnaires. C'est l'essence du contrat. Je dois dire que lorsqu'on regarde la situation de 2016, que nous avons publiée en 2017, les sociétés d'autoroutes ont retrouvé un niveau, situation économique aidant, qui est un niveau en 2016 équivalent pour les poids lourds, la circulation des poids lourds, à ce qu'il était en 2008. C'est-à-dire que la rentabilité des sociétés d'autoroutes est aujourd'hui très correcte. 200 millions de dividendes distribués par les sociétés d'autoroutes en 2016. Le principe, la question se pose, y compris à la commission Duron, puisque cette question m'a été posée sur l'audition par la commission Duron. La commission Duron se pose la question de la fin des concessions d'autoroutes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des adossements? C'est-à-dire, est-ce qu'on demande aux sociétés d'autoroutes d'élargir avant la fin de leur concession le périmètre sur lequel elles doivent travailler, y compris sur des routes qui ne sont pas des autoroutes, avec des augmentations de péage ou des prolongations de durée? C'est une possibilité. Est-ce qu'on met fin au contrat de concession et l'État reprend lui-même les concessions d'autoroutes? C'est une autre possibilité. Ce sera le choix de l'exécutif. Je le dis devant la commission du Parlement, ce sera dans une démocratie parlementaire le choix du délibératif, c'est-à-dire le choix de l'Assemblée et du Sénat de décider ce qu'on en fera. Mais la première concession d'autoroute qui s'arrête, c'est 2031. Et donc, comme on est sur une loi sur les mobilités à 10 ans, 2018 plus 10, ça fait 2028, on pourrait penser qu'on n'a pas à se soucier de cette question. Si on a à se soucier de cette question, parce que quelle que soit la solution qu'on envisage pour la suite, à partir de 2031 jusqu'à 2036, 2037, où il y a beaucoup de concessions qui arrivent à terme, ça se prépare. Et donc, cette question est une vraie question qui se pose. Mais le rôle de l'ARAFER, il n'est qu'un rôle d'observation et de contrôle des marchés, et un rôle de publication des résultats, ce qui est quand même particulièrement intéressant. Moi, je vous invite à regarder. La deuxième question qui a été posée sur la dette, je me suis exprimé, on me demande si j'ai des idées. Oui, des idées, j'en ai, mais je crois qu'il serait... Vous savez, quand je parle du modèle économique de réseau, il n'y a pas de modèle économique autarcique pour réseau. On ne gère pas une infrastructure, on ne maintient pas une infrastructure s'il n'y a pas un financement public. Et c'est le cas dans tous les pays du monde, non, sauf au Japon, où ce sont les sociétés qui gèrent à la fois les infrastructures et le système ferroviaire qui est dessus, sur le Shinkansen. Mais sur tous les pays européens, il n'y a pas de réseau ferroviaire et de gestionnaire d'infrastructures s'il n'y a pas d'argent public. Je me demande si la meilleure solution pour l'État n'est pas d'augmenter sensiblement sa contribution publique dans un cadre pluriannuel, c'est-à-dire de prendre un engagement pluriannuel d'augmentation de sa contribution publique à réseau, pour que réseau n'ait pas à supporter le poids de la dette pendant un certain nombre d'années pour pouvoir répondre à ce défi de la performance. C'est-à-dire que finalement, ce serait une contribution incitative de l'État qui dirait je mets aujourd'hui 2 milliards, à partir de l'année prochaine, je cite des chiffres au hasard, je mets aujourd'hui 2 milliards, je mets 3,5 milliards à partir de l'année prochaine pendant 10 ans, contrat de performance, productivité, performance en contrepartie. Et je me demande, c'est une possibilité, l'autre possibilité, mais elle me semble difficile à mettre en œuvre
au regard de l'état des finances publiques, c'est une reprise, mais faisant de la dette une dette maastrichtienne complètement, une reprise d'une partie de cette dette, je vous ai dit entre 20 et 25 milliards de la dette historique par l'État. Mais ça, ce ne sont que des suggestions, et il n'appartient d'ailleurs pas à l'ARAFER de faire des suggestions sur les moyens d'y parvenir. Nous, on a la responsabilité du suivi de la trajectoire budgétaire de réseau, et ce que nous disons, c'est attention, c'est impossible de continuer comme ça. Troisièmement, vous avez évoqué l'écart Macron et la complémentarité ou concurrence entre l'écart Macron et le reste. Moi, je veux attirer votre attention sur des idées qui circulent et qui ne sont pas confortées par les faits. Première ligne de car Macron, les premières lignes de car Macron pendant plusieurs années, 2 ans, puisque ça a 2 ans et demi maintenant, ça a été Paris-Lille, Paris-Lyon, Paris-Rouen. Paris-Lille, Paris-Lyon, 2 premières lignes, c'est très étonnant, ce sont les 2 lignes de TGV les plus empruntées. Je dois dire d'ailleurs que les cars Macron, ceux qui réussissent bien sur ces lignes-là, c'est en particulier Ouibus, qui est une filiale de la SNCF. Donc la SNCF se ferait elle-même concurrence à elle-même sur ces lignes. Ce ne sont pas du tout les mêmes passagers. Ce ne sont pas du tout les mêmes usagers. Les gens qui prennent les cars Macron sont généralement sur des lignes qui ne sont pas des lignes origine-destination identiques à celles de la SNCF. Les cars Macron, il y a des Paris-Lille qui viennent d'Orléans et qui font Orléans-Paris-Lille. Et il y a des gens d'Orléans qui vont à Lille en passant par le Orléans-Paris-Lille. Et donc, en termes d'horaire, de fiabilité d'horaire, il n'y a rien de comparable avec un TGV qui met 1 heure, 1 minute pour faire du Paris-Lille, ou qui a des horaires aussi précis en ce qui concerne le Paris-Lyon. En termes de temps de parcours, c'est absolument pas la même chose. Les gens qui prennent les cars Macron ont du temps. Les gens qui prennent les TGV, souvent, c'est pour travailler, c'est du déplacement d'affaires. Enfin, le coût, on est, y compris si on prend les politiques tarifaires de la SNCF, qui ont beaucoup évolué, qui font d'ailleurs que les gens répondent aujourd'hui différemment de ce qu'il y a 1 an. Qu'est-ce que vous auriez fait si les cars Macron n'existaient pas? Si on a plus, disent aujourd'hui, on prendrait la SNCF qu'il y a 1 an, c'est parce que depuis, il y a eu les billets max à la SNCF qui font que, notamment, les jeunes circulent dans des conditions à 10 €, dans des conditions tarifaires extrêmement favorables. Il y a aussi les billets Prums qui permettent d'avoir des prix sur un TGV à 3 fois, 4 fois moins cher si on les prend à un certain moment qu'au dernier moment. Donc la politique tarifaire de la SNCF, qui est une péréquation en elle-même au sein de la mobilité à grande vitesse. Et donc, il n'y a pas cette concurrence que l'on veut bien croire. Et puis, j'insiste sur autre chose. Quand vous regardez l'évolution très rapide et très mouvante des lignes de cars Macron, vous vous rendez compte que les cars Macron vont là où la SNCF ne va pas. Par exemple, je vous ai dit Paris-Lille, Paris-Lyon, les 2 premières lignes. Dernier observatoire, c'est plus Lyon qui est en 2e position. C'est quoi? C'est Grenoble, Lyon-Saint-Exupéry. Pour faire Grenoble-Lyon-Saint-Exupéry en train, je vous souhaite bon courage. Mais pourquoi Grenoble-Saint-Exupéry? Parce que la desserte des grands aéroports, notamment par le public jeune, est une desserte qui n'était pas bien établie. Et donc, on est sur plus d'1 million, près d'1 million de passagers qui font Grenoble-Saint-Exupéry en année pleine, en projection d'année pleine, en car Macron. Et donc, les cars Macron remplissent aussi un dispositif de demande qui n'existe pas. C'est l'offre qui répond à la demande sur un certain nombre de dispositifs qui n'existaient pas. Et ensuite, vous évoquez, c'est Madame